Ce n'est pas vrai. J'ai les mêmes valeurs qu'avant et je pense que les valeurs précédaient l'idée même de la religion. Je pense qu'on avait des idées d'aimer son voisin avant qu'en arrive le récit catholique ou même musulman ou juif. Je pense que c'était là avant. C'est nos valeurs qui ont fait qu'on a voulu codifier ça dans quelque chose d'imprenable. Mais non, je pense que les gens ont des valeurs. Puis je pense que notre société n'est pas plus... Ne partez-moi pas là-dessus. Je ne pense pas que ce soit aujourd'hui une pire époque que l'époque de mon père ou mon époque à moi. Vous écoutez Centré sur l'équilibre, le balado du Stromspa nordique. Découvrez un contenu bien-être avant-gardiste et audacieux offert en partenariat avec nos collaborateurs aux expertises variées. Joignez-vous à nous dans cette quête d'équilibre, un épisode à la fois. Bonjour, bienvenue à ce nouvel épisode du balado. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de quête de sens. En fait, je salue Ariane Filion qui est derrière l'organisation des balados. C'est elle qui a pondu cette si belle question et le titre de l'épisode « Que vaut la vie si elle est dénuée de sens? » C'est vrai dans le fond, parce que tout ce qu'on fait, quand on n'y trouve pas un sens, on est démotivé, on est désorganisé, on se désengage. Et donc, quand on a voulu parler de sens, pour nous, c'était une évidence d'inviter Alain Crevier, animateur, journaliste, auteur. Bonjour Alain. Allô. Ça va bien? C'était une évidence. Mais oui, c'était une évidence parce que s'il y a quelqu'un qui s'est penché sur la question de la religion, de la spiritualité et du sens dans la vie, c'est bien toi depuis très, très longtemps maintenant. Ben oui. Écoute, moi, je suis entré par la porte en arrière de l'émission Second Regard en me disant, ils font erreur. Ils font erreur? Oui, je leur ai dit. Quand ils m'ont appelé puis ils m'ont parlé de est-ce que ça pouvait m'intéresser, l'animation de Second Regard, qui était une émission rebelle, soit dit en passant, mais les gens ne savaient pas, qui était très, très collée sur l'image très pieuse et religieuse. Quand ils m'ont appelé, je leur ai dit, vous vous trompez d'Alain Crevier. Oui. J'étais un peu déçu parce qu'il y avait quelque chose là. Mais je leur ai dit, non, vous vous trompez d'Alain Crevier. Puis ils m'ont dit, non. Puis alors, j'ai accepté finalement, je ne sais pas pourquoi. Rien qui me destinait à ça, mais vraiment rien. Ben, il y avait quelque chose qui t'intéressait quand même. Oui, mais c'est ça la vie. Hein? Des fois, il faut dire oui si on veut provoquer quelque chose qu'on n'attend pas. Et c'est ça que j'ai fait. Je ne sais pas pourquoi, je ne l'ai jamais compris pourquoi j'avais dit oui. J'aurais dû dire non, puis passer à autre chose. J'ai dit oui. Et quand ça a commencé, cette histoire-là, d'animer cette émission-là, je me dis, non, mais attends, dans un an ou deux, ils vont dire, ouais, t'avais raison, c'est trompé d'Alain Crevier. On va passer à quelqu'un d'autre. Mais non, ça a duré 24 ans. Un quart de siècle. Quand même. Un quart de siècle à chercher. Qu'est-ce que j'ai cherché pendant toutes ces années-là? Ben oui, qu'est-ce que tu as cherché pendant toutes ces années-là? C'est une bonne question. Mais surtout, qu'est-ce que tu as trouvé? Je pense qu'il y a une part d'intuition et il y a une part de raisonnable là-dedans. C'est-à-dire que quand on m'a proposé ça, regarde bien la méthode, là, on s'est entendu, je dis, je connais pas vraiment l'émission. C'était un mensonge, je connaissais pas du tout. Je dis, mettez des cassettes de reportage dans une boîte, puis je vais visionner. Mais choisissez-les pas. Mettez n'importe quoi. Puis on se reparle après. Puis ils ont été généreux, c'est ça qu'ils ont fait. Et j'ai donc visionné dans un local à Radio-Canada, j'ai visionné un paquet d'affaires. Il y a des trucs là-dedans que j'aurais refusé de présenter. C'était quoi, par exemple, au début de Second Regard, là, quand tu es arrivé, l'émission était déjà en branle. Ça faisait 20 ans. Mais c'était une autre époque aussi, là, parce que la religion au Québec était très, très forte jusqu'aux années 60. Ouais. Là, tu es entré en quelle année à peu près? Dans 95. Les années 90? Bon, 95, ça ressemblait à quoi comme émission, Second Regard à Radio-Canada? C'était une émission, je pense, qui voulait changer et qui voulait être à l'ère du temps. En 95, il y avait encore beaucoup de gens qui se disaient catholiques au Québec, une vaste majorité, mais sans savoir pourquoi ils disaient ça. Ça, j'en suis convaincu de ce que je dis là. Moi, je dis les Québécois étaient des... Ouais, puis c'est comme ça. Puis ça a mêlé tous les sondages. Tous les sondeurs étaient mêlés, puis on continue à se faire dire que nous étions une province catholique, puis c'était totalement faux. Mais les Québécois, avant qu'ils comprennent qu'il fallait qu'ils arrêtent de dire ce qu'ils ne sont pas, ça a pris quelques décennies. Aujourd'hui, toi, tu n'étais pas religieux là, quand tu t'es approché. Pas du tout. Tu n'étais pas catholique, tu n'étais pas un diacre. Je suis catholique de naissance parce que c'était comme ça que ça se passait à l'époque. OK. Moi, j'ai refusé de faire ça avec mes enfants. Ma fille est devenue catholique parce qu'à l'âge de 10-12 ans, elle m'a dit, je veux suivre le parcours. Puis je l'ai accompagnée jusqu'à la porte des religieuses qui lui ont donné l'enseignement qu'elle voulait avoir. Tu ne voulais pas les baptiser à la naissance? Non, je voulais pas. Mais toi, tu es athée? Maintenant, je suis un athée, mais en fait, je suis un athée de bonne foi. Parce que c'est vrai. C'est pas juste parce que ça fait joli. Je suis un athée de bonne foi, c'est-à-dire que je me suis rendu compte, après 20 quelques années, 30 ans, que je suis un croyant profond, mais je crois en l'humain.
avec tout ce que ça comporte de difficile et d'impossible. Oui, mais croire en l'humain, c'est pas croire en Dieu. Anyway, revenons à Second Regard. On va y revenir à croire en Dieu ou croire en l'humain. Mais là, Second Regard, là, c'est une émission quand même qui t'a fait connaître comme journaliste, comme quelqu'un de rigoureux, comme quelqu'un qui questionne. En 24 ans et quelques, tu n'as pas fait le tour du sens, j'imagine. Qu'est-ce que tu as appris Non, on n'a ouvert que des portes. Alors, quand je suis arrivé là, la première chose qui a fait que j'ai dit « OK, j'accepte le mandat c'est un reportage d'Ariane Aymon qui s'appelait « Au nom d'Allah ». Et c'était pas méchant, mais c'était un reportage d'actualité où il était question des jeunes filles à l'école primaire secondaire, est-ce qu'elles doivent ou pas porter le voile islamique? Hey, on parle de 1990-92 comme reportage. Et je me disais, quand j'ai vu ça, je me suis dit, ça, c'est un débat de société gigantesque qui s'en vient tout droit vers nous. Alors, j'ai dit, oui, je veux fouiller ça. Et c'est ça que j'ai fait. Mais alors, une fois qu'on a fait ça, je me suis mis à faire autre chose. J'ai parlé avec plein de gens de différentes religions. Mais aussi, je soupçonnais que chez les Québécois, il y avait quelque chose d'autre. Et alors, l'émission, maintenant, on s'est dit, on est une émission qui s'intéresse aux religions, pluriel. Après ça, on s'est dit, on est une émission qui s'intéresse aux phénomènes religieux. Ça, on se disait ça entre nous. Puis à un moment donné, est arrivée l'idée qu'on était plus large que ça. On essayait de se moderniser, puis on disait, non, alors on est une émission qui s'intéresse à la quête de sens, whatever it means. Ben, c'est ça. Large, n'importe quoi, mais où trouvez-vous le sens dans cette vie? Ouais. C'est ça notre idée. Et là est arrivé dans ma vie Robert Lalonde, où une fois, en discutant, la caméra ne tournait pas encore, on commençait une entrevue sur un livre qu'il avait écrit qui s'appelait « Le seul instant ». C'est assez bouddhiste, finalement, comme pensée. Et je lui dis, avant qu'on commence, je lui dis, mais toi, Robert, tu dois t'intéresser à la quête de sens. Et il me dit, oh non, moi, Alain. Et il me dit, à peu près textuellement, il me dit, ah non, moi, Alain. Il dit, non, chercher le sens, c'est nécessairement être déçu. C'est être déçu. Oui. Chercher le sens, c'est rentré ici, c'est resté là, dans la boîte crânienne, pendant des mois. C'est sûr. Parce que je soupçonnais qu'il avait raison. Et j'ai dit à sa blonde, des années plus tard, j'ai dit, lui, c'est pas le traumatisme qui m'a causé. Ben oui, je comprends. Et là, j'ai commencé à dire à mes collègues de travail, je pense qu'il faut regarder aussi ailleurs que... Alors, on a les phénomènes religieux, la quête de sens, il faut commencer à le viser plus large. C'est plus philosophique. Donc, on s'intéresse à la vie, la mort et tout ce qui est entre les deux. Là, nous autres, c'est quoi ça? On s'intéresse à notre humanité. C'était ça que Second Regard devenait. Donc, ça a et à la fin, il n'y avait pratiquement plus. À la fin, on faisait des décomptes. Mon recherche, c'est moi, là, on faisait des décomptes sur combien de sujets religieux on avait fait par année, de quelle nature. Et à la fin, là, je pense qu'on était à 6-7 sujets religieux, c'est tout moi qui les avais faits. Alors, on était ailleurs, on cherchait quelque chose d'autre. Et on essayait, je pense, sciemment ou pas, de coller avec la recherche de sens des Québécois. Oui, mais la quête de sens, je pense, elle est quand même universelle. Il y a un moment dans la vie où on se dit, coudonc, ce que je fais, les gens avec qui je suis moi-même sur cette terre, ça n'a pas de sens ou ça a un sens. Tu dis que ça ne sert à rien. Robert Lalonde, il disait, c'est être déçu. Toi, t'en penses quoi de cette quête-là? Je pense qu'il avait raison. Je pense qu'il ne faut pas... des fois, je me demande si des siècles de ça, on n'a pas fait fausse route. Comme si notre GPS humain là, nous avait amené sur une quête qui n'a pas de réponse. Et peut-être que si on avait orienté notre quête vers tout simplement la sérénité, vers l'humanité, sur ce qu'on a de mieux à offrir, je pense qu'on aurait peut-être eu moins de violence entre les religions, mais aussi, peut-être, on serait peut-être plus sage, je pense. Et j'en suis là. Je me dis, je m'excuse, il y a un tas de choses qui n'ont pas de sens. Ma mère est décédée de la maladie d'Alzheimer, ça n'a pas de sens. C'était une croyante, et une croyante joyeuse, et elle est décédée d'Alzheimer en ne se souvenant pas de qui était Jésus et le reste. Là. Et je m'excuse, ça n'a pas de sens. Ce sont des cellules qui se sont déréglées et qui ont assassiné sa mémoire. Je sais pas, je regarde quelqu'un qui avait un accident d'automobile face à face avec un camion, il a perdu sa blonde et lui en 1000 morceaux, ça n'a pas de sens. Ça n'a juste pas de sens. Perdre un enfant dans un accident ou d'une maladie, ça n'a pas de sens. Alors, je ne cherche pas le sens de ça. Et le problème quand on cherche le sens, c'est qu'on va y en trouver un. Et là, des fois, on va inventer à la limite un sens qui va nous rassurer et qui faussement nous rassure. Parce que peut-être qu'on peut se dire que si tout ça, ça n'a pas de sens, c'est pas transcendant, peut-être que nous, de façon émanante, peut-être qu'on peut lui donner un sens. Peut-être qu'on peut en faire quelque chose. Ah, ça, j'y crois.
Ça, je crois. Mais quelle est la différence? Quand on regarde derrière et on dit, il m'est arrivé un cancer, moi, je pense que c'était pour m'apprendre à mieux vivre mes relations. J'invente, là. Mais quel est le mal à se trouver un sens a posteriori? C'est quoi la différence avec ce que tu viens de nous proposer? Le risque, c'est qu'on se mente et qu'on invente des choses qui n'apportent rien à personne. Mais je suis d'accord avec toi dans le sens de chercher un sens qui viendrait, autrement dit, il y a un sens. Quelqu'un, tu sais, à un moment donné, Éric Emmanuel Schmitt m'a dit qu'il s'est perdu dans le désert, et puis ça fait longtemps qu'il m'a raconté ça. Il s'est perdu dans le désert, et puis là, à un moment donné, en pleine nuit, il s'est dit, tout a un sens, tout est là pour quelque chose. Et moi, ça m'est resté dans ma tête, mais je me suis dit, pourquoi ça accroche? Toi, tu ne croyais pas ça? Tu ne crois pas qu'il n'y a rien qui arrive pour rien? Non. Il y a des choses qui arrivent pour rien. Il y a des choses qui arrivent pour rien, puis je pense pas que quelqu'un, quelque part... Je n'aime pas l'idée que quelqu'un va me faire souffrir. Alors, quand j'étais jeune, la religion de ma jeunesse, c'était ça. Tu te dis, pourquoi tu souffres? Ben, Jésus t'impose une épreuve. Mais pourquoi ma mère meurt? Ah, ben Jésus l'a rapporté, le Dieu l'a ramené auprès de lui. Tu dis, oui, mais si elle est allée en enfer, ah, ben je ne penserais pas parce que Dieu pardonne à tout. Mais tu sais, tout ça, là, ça devenait donc quelque part ailleurs, d'innommable. Donnait une forme et justifiait tout. Je m'excuse, ça ne marche pas parce que je regarde les hommes se comporter au nom de ces mêmes principes-là et ça se massacre allègrement. Dirais-tu, Alain, qu'on se déresponsabilise quand on croit que c'est Dieu qui le veut? Ça m'a pris des années pour arriver à poser cette question-là. Parce que je ne l'ai pas faite par les livres. Je n'ai pas consulté Spinoza et les autres. Là. Mais j'en suis donc venu à la question de responsabilité. Pas une affirmation, mais une pensée. Responsabilisons-nous. Si on accepte l'idée que peut-être que tout n'a pas un sens, peut-être que ça veut dire qu'il faut que nous, on prenne nos responsabilités et qu'on lui en donne un, dans la mesure du possible. Et ça peut tout à coup, ce qui est absolument spectaculaire, c'est que tout à coup, la science devient ton allié. Parce qu'elle t'éclaire sur des données, elle t'éclaire sur des réalités. Et peut-être que oui, on pourrait se responsabiliser face à la vie, les drames, la tragédie humaine. Et les autres aussi. Oui, absolument. Ouais. Tu sais, moi, c'est quand j'entends ce besoin formidable qu'ont les humains de dire qu'après la vie, il va y avoir quelque chose d'autre. Mais s'il n'y avait rien, sais-tu que c'est une dose massive de sérénité que tu reçois parce que tu ne chercheras plus à absolument t'accrocher à quelque chose qui, je pense, n'existe pas. Oui, ça, c'est pour toi, mais je connais des gens qui sont très, très angoissés à la pensée qu'il n'y a rien puis que ça s'arrête. Oui, mais c'est parce qu'ils pensent à je. Alors, moi, j'ai dit tant et si longtemps qu'on dit oui, mais moi, qu'est-ce qui va arriver de mon esprit? Bien, ta vie de ton esprit va cesser quand tes cellules vont cesser. OK? Mais à quoi ça aura servi aux autres? Donc, le plus important de la somme, finalement, je me demande si c'est pas le nous plutôt que le je. Alors, nous sommes éternels, nous avons quelque chose à faire, nous avons une longue vie si on ne fait pas les cons. Mais donc, tout à coup, c'est plus juste ma petite personne, ça pourrait concerner un paquet de gens. C'est un peu paradoxal ce que tu dis là, parce que en évacuant la religion, on a perdu le nous, on a perdu les causes communes, on a perdu le rassemblement hebdomadaire. Tu sais, on dit, on se mettait beau, on allait à l'église une fois par semaine. Bon, c'est sûr que c'était le moment des raconteurs, on formait des couples en devenir, c'était le moment social de la semaine et c'était ça aussi qui tenait une communauté ensemble. Communauté, j'entends quartier, village, ça peut être même plus large que ça. Il y avait une fonction dans le nous qui était le fait religieux. Oui. Là, on a évacué ça depuis 50 ans. Là. Oui. Qu'est-ce qui nous reste de commun? Comment on bâtit des communs aujourd'hui? Je pense que tu as raison sur un paquet de choses dans ce que tu viens de dire. Je vais répondre à cette question-là tout de suite après, mais je pense que la chose peut-être qui était j'oserais dire même peut-être que le rite que la religion catholique a donné aux Québécois, le rite comme tel était plus important que la croyance en Dieu. C'est un peu brutal à dire ça à un curé là, ou à une religieuse, mais je pense ça sincèrement. Parce que c'était cette fonction de... Alors, tiens, mettons, je te donne une anecdote. Là, je fais du jet set. Je suis à Katmandou, j'ai une cérémonie de bouddhistes dans un quartier de Katmandou, et la cérémonie va durer, là, je ne sais plus, je pense que c'est 8 jours, non-stop. Et alors là, tu as une centaine, 150, 200 moines qui récitent leur mantra non-stop, constamment. Alors, tu sais, moi, je ne comprends pas leur langage. Dans tout ce que tu as, c'est... Puis il y a une trompette, puis un coup de cymbale, puis ça repart. Et tu saisis pas ce qui se dit.
mais t'en es imprégné. Parce que quoi? Ben, c'est nous. C'est plus le jeu. Le jeu, là, je regardais la religieuse qui m'intéressait, puis elle faisait la même chose que les autres, mais c'est les autres, c'est tous les autres ensemble qui apportaient quelque chose. C'est très émotif, finalement. Alors, je me dis, oui, ben, dans mon enfance, quand arrivait Minuit chrétien, puis que mon père chantait fort, puis à faire honte à tout le monde, pourtant, mon père avait tellement une belle voix, puis il chantait juste. Mais tu sais, c'était ça, c'était nous. Alors, le rythme nous donnait cette espèce de communion. Oui. Puis maintenant, justement, tu parlais de la science. La science nous dit que ça nous fait du bien d'être ensemble, de faire des choses ensemble, de chanter ensemble, de se réunir. Tu sais. Ouais. C'est vrai que cette fonction-là, elle était très utile et appréciée. Oui. Puis elle est encore. C'est juste que maintenant qu'on a dégagé on est dans... Tout va très vite, hein. C'est-à-dire qu'il y a 50 ans, c'était autre chose. Aujourd'hui, 50 ans plus tard, on est ailleurs. Puis je pense sincèrement que ceux qui se sont intéressés à la question de sens font des démarches personnelles, font des démarches sincères, intègres, plus ouvertes que jamais dans le passé. Et on accepte de recevoir des nouvelles informations, de nouveaux récits, de se faire une tête sur quel est le sens que je veux donner à ma vie. Je pense que ça ne se faisait pas avant. Non. Non, pas ici. Nous étions une province, un bout de pays vraiment catholique, et tout se trouvait dans le missel. D'accord. Donc, les réponses étaient directement dans les écrits religieux. C'était insatisfaisant. C'était le cas. C'était insatisfaisant. Absolument. Absolument. Il y avait là-dedans de la cruauté, il y avait là-dedans de la méchanceté, il y avait là-dedans de l'injustice. Et je pense que, je ne dis pas que c'était inhérent à M. le curé, c'est pas ça, mais il y avait quelque chose qui ne pouvait pas fonctionner. Et je pense que c'est l'éveil. C'est normal, je pense que les gens aujourd'hui cherchent ailleurs, puis se construisent une idée de ce que c'est que la vie. Puis moi, je peux que les applaudir. Donc toi, tu trouves ça bien, finalement. On a évacué la religion, oui. Mais est-ce que tu dirais quand même que ça nous a laissé avec un certain vide en termes de droiture morale, de règles, de sens aussi. Tu sais, quand on a toutes les réponses déjà toutes cuites dans le bec, ben ça satisfait aussi certaines personnes qui sont angoissées par la quête. Tu sais, ce vide-là, toi, tu le vois de quel œil? Le vide laissé par la religion? Ben, je suis pas d'accord avec le vide. Je pense qu'il y a un moment donné, là, j'ai eu des conversations avec des gens de l'Église, des gens que j'aimais bien, et qui me disaient qu'on avait perdu nos valeurs, qu'on avait perdu nos repères, puis je leur disais, mais c'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. J'ai les mêmes valeurs qu'avant, et je pense que les valeurs précédaient l'idée même de la religion. Je pense qu'on avait des idées d'aimer son voisin avant qu'on arrive le récit catholique ou même musulman ou juif. Je pense que c'était là avant. C'est nos valeurs qui ont fait qu'on a voulu codifier ça dans quelque chose d'imprenable. Mais non, je pense que les gens ont des valeurs. Puis je pense que notre société n'est pas plus... Ne partez-moi pas là-dessus. Je ne pense pas que ce soit aujourd'hui une pire époque que l'époque de mon père ou mon époque à moi. Ce n'est pas vrai. Ah oui, c'était mieux dans le temps, ça, t'adaptes pas à ça. Jamais de la vie. Ça, c'est jamais de la vie. Puis le meilleur exemple que je peux vous donner, c'est l'espérance de vie. Mais oui. Puis le meilleur exemple que je pourrais vous donner, le deuxième, ce serait les accidents de char au Québec. Il y en avait 2000 il y a 50 ans sur les routes du Québec, puis on était pourtant la moitié moins de chars. Aujourd'hui, il y en a 200. Oui, parce qu'on a mis en place des mesures de sécurité, la ceinture. Mais pourquoi on les a faites? Mais pourquoi on a fait ça? Parce qu'on veut la vie. On veut protéger la vie. Ah oui, il y en a un qui m'a dit, quand tu vois des poteaux aujourd'hui qui sont cassés sur l'autoroute, compte-toi chanceux, c'est parce qu'on a voulu qu'ils cassent et non pas que la voiture casse. Ouais. Bon, je sais pas jusqu'où ça va, mais il y avait donc une intention de protéger. Oui, il y avait une intention de bienveillance, là. Alors, et c'est vrai dans l'éducation. Il y a 60 ans, la majorité de la population québécoise n'avait pas de diplôme secondaire. Aujourd'hui, je crois, les derniers chiffres que j'ai vus, c'était le tiers ou 40% des femmes ont un papier qui sort de l'université. Mm-hmm. Écoute, alors, dites-moi comment ça se fait qu'on était mieux à l'époque. Oui, j'en parlais avec ma grand-mère qui disait, moi, j'étais payée, je pense que c'était 17 cents la semaine, mais j'étais obligée de porter des jupes et donc des bas collants. Il fallait que j'achète mes bas de nylon pour 10 cents. Elle dit, t'imagines, j'étais obligée de porter cet uniforme-là que mes collègues masculins, eux, portaient pas. Puis, je m'appauvrissais juste par le fait de m'habiller. Elle dit, dis-moi pas que c'était mieux dans le temps. On avait 2 sortes de savons. Si t'es allergique à un, ben tant pis pour toi, tu sais. Elle aussi est d'accord, c'était beaucoup mieux. C'est intéressant puisque c'était ta grand-mère. Alors moi, je regarde, j'ai essayé de retracer quand est-ce qu'on a commencé à faire des campagnes contre la violence faite aux femmes. Je pense qu'Amnesty, sa première campagne est autour de 1981-82. C'était Marjo qui chantait une chanson. La pub a duré 3 minutes et quart. C'est pas des blagues, là, ce que je vous compte. Je l'ai vu. Et c'est prenant de violence.
Mais c'était notre première tentative pour dire, ça va faire. Dans les années 80. Oui, début 80. Et avant, à l'époque de ma jeunesse, moi, j'ai entendu le père de mon meilleur chum battre sa femme allègrement pendant qu'on était là. J'étais là. J'avais quel âge? J'avais 6 ans, 7 ans, 8 ans, je ne sais pas, dans ces âges-là. Et la police arriverait à la porte, puis on disait, on ne se met pas des affaires de famille. On a changé. Est-ce qu'on a réglé le problème? Ben non, on n'a pas réglé là. Mais regardez, on ne cesse de parler maintenant des féminicides. Il était temps. Il était temps qu'on dise ça. Bien, je pense que moi, ça, c'est du progrès. Oui, c'est du progrès. Puis effectivement, c'est remettre la vie au cœur. C'est parce qu'on y tient. On tient à notre prochain, on tient aux autres. J'aimerais qu'on revienne à la quête de sens. Parce que là, il y a toute une industrie, Alain, autour de ça. Tu sais, en anglais, il y a le mot « purpose », l'utilité. Ouais. Quand on va sur les réseaux sociaux, il y a toutes sortes de gourous, il y a toutes sortes de gens qui prêchent et qui vont dire « Vous devez trouver votre utilité, your purpose in life ». Oui. Est-ce que le purpose, pour toi, l'utilité, c'est la même chose que le sens? Non, mais pour certains, oui. En fait, j'ai cru, à un moment donné, j'ai été subjugué, je dirais, par la question de l'utilité. Parce que je voyais, j'ai téléphoné à plein de gens, incluant le docteur Vadeboncoeur. Écoute, j'appelle le docteur Vadeboncoeur, c'est un urgentologue. Mm-hmm. Et je lui dis, mais pourquoi? Pourquoi tu as choisi la médecine? Ah, il dit, écoute, j'ai bien pensé. Alors, il dit, voici. Il dit, le registraire de l'université se terminait, fermé à 4 heures. Il était à 4 heures moins 5. Moi, j'étais un champion des maths purs. J'adorais les maths, ces affaires-là. Mais il dit, j'ai choisi médecine. Mais je dis, pourquoi tu as fait ça? Il dit, il me restait une minute. Il dit, j'ai coché médecine. Mais voyons. Oui. Puis il dit, je l'ai fait. Puis, check bien, il dit, je l'ai fait parce que je sentais que je pourrais être utile aux autres. Alors, l'idée de l'utilité nous remplit. Il y a 2 millions de bénévoles au Québec qui donnent du temps au hockey, mais qui en donnent aussi pour les gens qui ont de la misère à se nourrir. Donc, ça nous habite, ça, aujourd'hui. Ça nous habite, l'idée de donner un sens à notre vie. Et puis, je peux te nommer un tas de gens qui ont donné leur vie pour donner. Mais c'est aussi parfois illusoire. Parce que la grande question de qu'est-ce qu'on fait, est-ce que ma vie a un sens, ça, des fois, c'est un maquillage. Ça fait qu'on pense que la vie a un sens. Peut-être que la tienne en a un, c'est ça qui est beau. Mais peut-être que la vie, elle ne répond pas au bénévolat. Mais c'est vrai, on a beaucoup de gens aujourd'hui ont ce sentiment que donner, ça va donner un sens à leur vie. Moi, je pense que c'est formidable. Oui, ça me challenge un peu ce que tu me dis parce que moi, j'ai grandi dans une famille un petit peu catholique, mais surtout très en quête de spiritualité. Justement, ça imprégnait vraiment beaucoup mon éducation. Puis moi, là, il n'y a rien qui arrive pour rien. Je l'ai entendu tellement souvent. Puis quand on veut un projet puis qu'on ne l'a pas, ben c'est parce que c'était pas fait pour toi. Puis si tu veux quelque chose, tu le lances dans l'univers et l'univers va te répondre, tu sais. Puis la quête de sens est en dessous de tout ça. Parce que tu te définis par les événements qui t'arrivent, finalement. Puis c'est vrai que tu n'as pas beaucoup de pouvoir sur ce qui t'arrive, mais la quête de sens est comme au cœur de cette éducation-là que j'ai reçue. Autrement dit, si tu ne sais pas à quoi tu sers, si tu ne sais pas pourquoi tu es là, tu vas rater ta vie. Carrément. C'est triste. Puis toi, tu es en train de me dire que il n'y en a pas de sens. Oui, c'est ce que je dis. Il n'y en a pas de sens. Il n'y a pas de sens qui nous est donné, comme par exemple, tu sais, la fameuse phrase là, qui est au cœur du débat pour ou contre l'avortement, comme si on pourrait trouver ça le fun, là, ces questions-là. Mais là, la question est là, inévitablement, il y a un argument typiquement religieux qui va arriver. Oui. On t'a donné la vie, tu ne peux pas la reprendre. Tu dis, qui me l'a donné? C'est qui ça? Qui? C'est qui, lui, qui m'a donné la vie? Pourquoi ça ne serait pas elle qui me l'a donné? C'est quoi? Mais c'est ça. Alors, mais si ça donne que je suis un athée. Donc, la vie ne m'est pas donnée. C'est pas un geste volontaire. Quelqu'un, quelque part dans le cosmos qui a dit « Alain va naître ». Ce n'est pas ça. Ah non, mais tout à coup, si j'accepte la proposition que ce n'est pas ça, tout devient différent. Alors, moi, l'idée de lancer quelque chose dans l'univers, ça va si c'est amusant, mais si on attend que quelque chose comme l'univers a un plan pour moi, ben tabarouette, il serait temps qu'il se manifeste, parce que j'ai 68 ans, puis je vogue au gré des feuilles mortes de l'automne, puis des flocons de livres. Non, attends, non. Toi, décide, finalement. Toi, prends le contrôle. Oui, ou
Ouh, laisse-toi porter par le vent. Tu sais, une fois, j'ai bien de la misère avec cette phrase-là. C'est un laisser-aller. Oui. J'ai de la misère avec les laisser-aller. Puis j'ai un ami bouddhiste qui me disait go with the flow. J'ai dit, oui, mais demain, on se voit à quelle heure? Il dit, go with the flow, Alain, arrête ça. Suis le courant. Puis à un moment donné, non, c'est vrai. Puis je lui ai dit un jour, j'ai dit, attends, est-ce que tu es consciente qu'il y a juste les poissons morts qui suivent le courant? Oh! Puis elle m'a dit, t'es drôle, là. J'ai dit, non, je pense que je touche à une vérité. Ouais. Go with the flow. Comme si j'avais rien à voir dans ça. Ouais. Mais c'est vrai que des fois, c'est correct de se laisser aller au gré des rencontres qu'on fait. Puis, de ne pas avoir de plan. Parce qu'à l'inverse, quand on est trop rigide, ça aussi, c'est un vecteur de déception parce qu'on veut tellement qu'il arrive telle chose. Si on veut tellement avoir 4 enfants, disons, puis c'est pas toujours dans notre portée, mais là, on va être déçu parce qu'on ne l'a pas atteint, parce qu'on a une certaine rigidité. Est-ce que vous voyez la culpabilité qui vient avec ça? Ben, oui. C'est-à-dire que si tout à coup, j'ai lancé dans l'univers, puis je ne sais pas qui ne m'a pas répondu, c'est parce que j'ai pas assez travaillé, je ne suis pas assez une bonne personne, donc je vais aller me confesser. Qu'est-ce que c'est que cette histoire d'aller se confesser quand on avait 5 ans? Oh, 6. On ne savait pas quoi dire. Mais c'est vrai que c'est culpabilisant, dans le fond, parce que c'est parce que j'ai pas été à la hauteur, ou j'ai pas lu les signes, ou j'ai pas... Donc, on est dans l'intangible. C'est une recette pour être malheureux, finalement. Bien, là, il y a quelque chose, par exemple, que tu dis qui est... En tout cas, moi, je pense que c'est vrai. Là, quand on met de côté des structures comme des institutions religieuses et qu'on se dégage de ça, mais qu'on a envie quand même, parce qu'il y a le phénomène qui s'est produit chez nous au Québec, peut-être plus qu'ailleurs, là, à ma connaissance. Moi, je suis de cette génération, la dernière qui a rempli à craquer les églises, mais c'est cette même génération qui l'a déserté sans jamais y retourner. Et conséquemment, on pensait avoir réglé l'affaire et que on est libre. Et les grandes questions sont revenues, mais elles sont revenues plus intenses qu'avant, parce que là, on n'avait plus le manuel d'instruction. Le missel, le prêtre et les autres, on n'avait plus ça. Ouais. Alors là, comment j'interprète ma mère qui décède d'Alzheimer? Comment j'interprète un tel ou une telle de mes amis qui souffre? Comment j'interprète ces choses-là maintenant que j'ai plus de manuel d'instruction? Il faut que je l'invente. Il faut que je trouve quelque chose. Et d'où cette recherche, je pense, qui est sincère de beaucoup de gens. La majorité, je ne sais pas. Mais de beaucoup de gens qui font une démarche, qui lisent ce qu'on ne pouvait pas faire avant. On ne pouvait pas lire autant. Puis on ne savait pas si bien lire. Oui, puis on a accès à toutes sortes d'idées maintenant avec Internet. Le piège. Alors, le piège, il est là. Ouais. Il est là. Alors, c'est sûr que peut-être quelqu'un, quelque part, va comprendre qu'il préfère de l'argent. Mm-hmm. Puis s'il réussit à refiner, par exemple, un bouquin ou deux, puis une petite cérémonie par-ci, par-là, un chèque par-là, je sais pas. Ça se monnaie. Ça se monnaie, le savoir. Puis c'est notre côté soft, c'est notre côté fragile. C'est vulnérable. Oui, c'est le côté vulnérable. Alors, c'est sûr qu'il y a des gens qui vont profiter, c'est sûr, ça. Alain, chaque invité qui vient ici, on lui demande quelle est sa définition de l'équilibre. Toi, à 68 ans, grand-papa, avec la grande carrière médiatique que tu as. C'est quoi l'équilibre pour toi? C'est entre la raison, ça se situe, c'est une passerelle, puis qu'on franchit allègrement entre la raison et l'émotion. C'est le fait de savoir que mes petits-enfants ont changé ma vie, mais aussi d'être raisonnable dans le sens de la raison, de m'assurer qu'ils ont tout ce qu'ils ont besoin. C'est d'adorer mes enfants inconditionnellement, mais aussi d'être pas juste nono. Pour moi, c'est ça l'équilibre. C'est le passage d'une chose à une autre, du raisonnable à l'émotion. Je suis beaucoup dans l'émotion tout le temps depuis que je suis né. Puis pour moi, créer la raison, c'est dans les lectures, je travaille ça plus sérieusement. Et pour moi, ça m'apparaît comme indispensable. C'est mon équilibre. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu es plus dans l'émotion depuis toujours? Je réagis par émotion. Moi, je pensais que j'étais un émotif, mais en réalité, je suis un visuel. Je vois les gens, j'interprète les gens, j'interprète ce qui arrive autour de moi et ça me touche. Je suis facile à toucher. Je communique beaucoup par l'émotion et que je reçois et que j'émets. Mais ça peut devenir assez lourd, là. Assez lourd, pourquoi? Il faut que tu prennes une boîte de mouchoirs, que tu pleures souvent. Moi, je suis un client parfait pour le cinéma. Hein. Je pleure à rien au cinéma. Si je vois une scène qui est touchante, je pleure. J'adore les histoires d'amour qui me touchent droit au cœur. Et j'ai tendance à prendre ça personnel. Même les films, les histoires que je lis, je sens qu'on me parle. Alors, si le moindrement un auteur ou un cinéaste veut parler à l'auditoire, il va me trouver. C'est sûr qu'il va me trouver. Et je vais réagir avec des émotions plutôt qu'avec la raison. Alors, je ne suis pas du genre à dire « oui, mais », puis il y a des équations dans ma tête. Ça, je les fabrique après. Là. Je suis dans ce travail-là, à l'âge que j'ai, de comprendre qu'il faut aussi la raison.
Ouais. Et ça a changé ma vie. Ça a changé ma vie. Tu sais, quand on dit mais en quoi tu crois? Moi, je dis allègrement, je crois en l'humain, mais ça implique tellement de rationalisation. Pourquoi je crois comme ça? Parce que tout pourrait me porter à dire de façon cynique que ça ne vaut pas la peine. Alors, c'est maintenant, je me rends compte que ce travail sur la raison, en moi, change ma vie. Oui. Et j'espère que c'est pour le mieux. Oui, oui, certainement. Et ça te permet d'être plus équilibré, donc, dans ton approche de la vie, pas être simplement dans l'émotion pure, mais d'être capable d'argumenter puis de trouver un juste milieu quelque part. Bien, merci pour ta définition de l'équilibre, Alain. Là, tu as 68 ans, tu l'as dit, t'es grand-papa. Oui. Moi, je veux savoir, par rapport à la quête de sens, quel est le défi du sens en vieillissant? Tu sais, à différents âges de la vie, je pense que quand on a 16-17 ans, le sens, c'est pas une question nécessairement qui nous habite beaucoup, mais au fil du temps, puis quand on prend sa retraite, par exemple, et que là, on est moins utile dans la vie active, organisée du travail, ce défi-là du sens, comment tu le vois, toi, tout au long de la vie? Il est énorme. Je me souviens d'une conversation, plusieurs que j'ai eues avec mes patrons, où je disais, pourquoi voulez-vous absolument rajeunir la cote d'écoute de second regard? J'ai dit, mais vous êtes complètement timbré parce que la population québécoise vieillit. C'est le contraire, vous n'avez rien à faire, puis vous allez avoir une plus grande cote d'écoute dans 10 ans. Parce que ces questions-là intéressent moins les gens qui ont 17, 18 ans, je me comprends pourquoi. Puis ils n'intéressent pas vraiment les gens qui ont... Je te dis pas que ça n'existe pas, là, mais ça intéresse moins la masse des gens, des clients qui auraient 35, 40, 45. Ils sont baisés. Ils ont 2 enfants, les couches, le travail. Écoute, ça spin. Quand tu arrives à 40, 45 ans, tout à coup, tu as peut-être une certaine disponibilité, puis tu as une expérience de vie qui fait que tu te questionnes sur ces choses-là. Peut-être ça tente. Là, puis à un moment donné, tu vas ouvrir le poste de télé, tu vas dire, ça, qu'on regarde, parles-tu de religion? Ah, il ne parle pas de religion. Ça aurait été chouette. Alors, c'était ça l'idée. Et moi, je dis, alors, nous sommes dans cette mouvance-là, et puis on cherche. Alors, la question de comment j'évolue avec tout ça, avec l'âge, je dirais que je suis plus serein que je ne l'ai jamais été. J'ai pas peur de la mort pour une seconde. Ça ne veut pas dire que j'ai envie de mourir, là, mais ça ne me fait pas peur. Je suis satisfait avec l'idée que je me fais de ma vie, pas satisfait de ma vie, mais l'idée que ma vie, quand mes neurones vont arrêter de fonctionner, mon esprit va s'arrêter là. Ça me rassure de savoir qu'il ne va pas aller errer partout puis contaminer tout le monde, là. Le rôle que j'aurai à jouer, je l'aurai joué. Est-ce qu'il est satisfaisant? Ça, c'est une autre paire de manches. Je ne suis pas rendu à l'heure des bilans. Je suis pas sûr que j'en veux, d'ailleurs, des bilans. Ben oui, c'est parce que la fin est imminente ou la fin approche quand on est dans les bilans. Mais toi, tu es OK avec l'idée que tu vas mourir, tes neurones vont arrêter de s'activer, là, oui. C'est fini. Je suis plus inquiet pour nous. C'est le nous qui m'importe. Alors, je me dis, si... tu sais, je vais te donner un exemple qui me préoccupe beaucoup. Ah oui? Je me dis, j'écoute le discours ambiant où les gens disent « Trump, c'est effrayant ». OK. Après ça, on dit « Les enfants sont pas bons à l'école. Les petits garçons au secondaire, c'est des cancres comme ça se peut pas ». On est dans un monde hyper violent comme il n'a jamais été violent. Il y a des féminicides à tous les coins de rue. On a peur de tout, puis il y a des cons oranges. Alors, tu mets tout ça ensemble, puis ça te fait le portrait terrible. Et moi, ce que j'aurais envie de dire, c'est il faudrait bien dire à nos enfants que c'est pas vrai. Tout ça, c'est pas vrai. Trump existe, et nous ne sommes pas tous des Trump. Il y a des bonnes personnes autour de vous. Alors, arrêtez de... Oui, il y a de quoi être préoccupé, c'est un défi, cet homme-là. Là. C'est un méchant défi. Mais nous ne sommes pas que ça. Alors, la violence... Nous ne sommes pas les plus violents de l'humanité. Il y a des moments dans l'humanité où on a été beaucoup plus violents. Là, ça donne qu'on a un Poutine d'un bar, puis on a un Trump de l'autre bar, puis on a un gars en Chine qui nous font peur. Nous ne sommes pas tous des gens violents. T'es un optimiste, toi. Il faudrait dire à nos enfants, il faudrait bien leur dire qu'on vaut plus que ce qu'on leur dit sans cesse. Sans ça, le message qu'on leur envoie, c'est on vous a fait, on vous a créé, on vous donne une bonne éducation, mais vous êtes foutus! C'est ça! On peut-tu leur dire quelque chose d'autre qu'on a mis de nous et de notre espérance et de notre espoir là-dedans en se disant que non, tout n'est pas foutu. Ouais. Je pense qu'il faut dire ça. Sans ça, la journée où on oublie d'allumer des bougies pour nos enfants, là, c'est fini. Oui. Alain, dans ton livre, il y a toutes sortes de rencontres. Oui. Tu m'as parlé de quelques rencontres déjà. Est-ce qu'il y en a d'autres, tu sais, qui t'ont vraiment ancré dans ta vie à toi? Je dirais pas dans ta quête de sens, parce que je comprends que ça, oui, je l'ai fait, ma quête de sens, mais j'essaie de donner un sens à ce que je fais. Oui. Mais je n'attends pas que quelqu'un, quelque part, que je ne verrai jamais, m'en donne un sens.
C'est ça la différence. Je comprends. On donne le crédit à quelque chose ou à quelqu'un alors qu'on devrait peut-être se l'attribuer, se l'approprier, le crédit. Exact. Ben, je peux vous parler de Mme Da, qui était une collaboratrice. Mme Da, on a eu toutes sortes de conversations. Elle était aussi pompée que moi, aussi énervante que moi. Puis, mais ça créait des flamèches, mais on avait beaucoup de plaisir à discuter ensemble. Il est arrivé la question de l'aide médicale à mourir, que j'ai travaillé beaucoup pour Secondaire, avant que ça commence, là, avant qu'on ait la loi. Et je disais, il y a quelque chose là-dedans qui est extrêmement révélateur et de ma génération, qui ne tolère pas l'idée de souffrir et qui ne peut pas s'imaginer en train d'agoniser. Là. Notre génération, là, elle veut pas ça. Bien, les chiffres sont là pour le prouver. Il y a quoi? Il y a 7 % des décès au Québec maintenant qui sont via l'aide médicale à mourir. C'est beaucoup quand même. Oui, mais alors, tu sais, ce qu'on oublie, c'est que si tu regardes sur les certificats de décès de ces gens-là, c'est jamais écrit aide médicale à mourir. C'est pas écrit qu'ils sont morts de l'aide médicale à mourir. Ils sont morts d'un cancer. Puis l'aide médicale à mourir est considérée comme un soin de fin de vie. D'accord. C'est important parce que ce n'est pas des suicides. C'est autre chose que l'expression de ça. D'accord. Et Mme Da et moi, on a beaucoup discuté de ça jusqu'au jour où elle me donne un coup de fil. On s'était chicanés. Puis elle me donne un coup de fil, puis elle me dit, je sors de chez l'oncologue. Je dis, l'oncologue, qu'est-ce que tu faisais là? Elle dit, Alain, j'ai le cancer. J'ai dit, t'as le cancer de quoi? Elle dit, du poumon. J'ai dit, peux-tu me dire où c'est que je l'avais jamais vu fumer? Tout le monde m'a dit que j'étais niaiseux parce qu'elle canait comme une cheminée. Je l'avais jamais vu, puis on travaillait à 2 pieds l'un de l'autre, j'ai jamais senti la cigarette, alors que je peux pas tolérer ça. Puis on a fait un bout de chemin à discuter ensemble, puis quand elle a demandé l'aide médicale à mourir, elle l'a retardé un peu pour convaincre sa fille que c'était la bonne chose à faire. Puis ensuite, elle a invité à ses derniers moments ses meilleurs amis. Elle m'a pas invité. C'est correct. J'avais pas d'affaires là, mais elle a invité vraiment un cercle d'amis tout petit. Et tout ça pour dire que je pense que ces choix-là de société qu'on fait sont possibles parce qu'on a quitté les bancs d'église, parce qu'on a cherché autre chose, puis on s'est dit il y a des choses qui n'ont pas de sens. Alors, on va essayer de faire quelque chose pour donner du sens à la fin de... Une certaine dignité aussi, parce que la religion s'oppose à l'euthanasie, donc ça s'oppose à l'aide médicale à mourir. Exact. Absolument, là. Exact. Ouais. Il y a très peu de pays qui font ça, hein? Mais nous, on est allé là-dedans et je pense que c'est une bonne chose. Le temps que ça durera, parce que là, actuellement, on dit 7 % de tous les décès sont passés par l'aide médicale à mourir. Ouf! On verra dans 5 ans, peut-être que ce sera revenu 2 %, peut-être que ce sera autre chose. Oui, peut-être. Mais en tout cas, là, ça fait 10 ans. Puis je pense que tu as raison, il y a vraiment un effet de génération qui a vu ses parents agoniser et qui ne veut pas aller là. Non. Du tout. Non, puis moi, je me souviens d'un argument où il y a un philosophe qui me disait « Oui, mais la fin de notre vie ne nous appartient pas, notre mort ne nous appartient pas, et l'agonie que nous souffrons est un enseignement pour les autres. » Puis je disais « comment, il doit y avoir une autre manière d'enseigner quelque chose. » Puis je pense que quand j'ai vu mon amie Da inviter les gens qu'elle voulait avoir autour d'elle, vous étiez 3, 4, 5 peut-être, bien c'est ça. Alors, elle a réorganisé un rite, et je pense qu'il y a beaucoup de gens dans l'aide médicale à mourir qui le font. Ils ont réorganisé un rite. Elle a donné un sens à ses derniers moments et de la manière qu'elle voulait le faire sans avoir à râler. Alors, je me dis, ben ça, c'était sa manière à elle de quitter. Et je pense que ceux qui étaient là ont gardé une idée formidable de ce que peut être une fin de vie. Alain, avec tout ce que tu as vécu, tout ce que tu as cherché, fouillé, les rencontres que tu as faites en plus de 25 ans de carrière, dans cette idée-là de l'humanité, de ce qui fait de nous ce qu'on est, tu sais. Tu viens de parler des rites. Qu'est-ce que tu comprends de notre besoin de ritualiser, de marquer le temps, d'avoir ces rites-là? Comment tu les vois, toi? Nous. C'est le nous, notre besoin du nous. C'est ça qu'on veut, c'est ça qu'on cherche, mais on le cherche inconsciemment, mais là, on ne sait pas comment faire. Tu sais, la bande de 100 religions, quand tu regardes dans les sondages, jamais il y a eu autant de 100 religions dans les sondages au Québec. Les Québécois commencent à cesser de se dire catholiques quand ils ne le sont plus. Alors, il y a les 100 religions qui apparaissent. Puis à travers les 100 religions, il y a pas que de gens qui sont des croyants, puis il y a des gens qui sont des athées. Mais alors, dans cette batch-là, là, de tous ces gens-là, la chose qui nous manque, c'est les rites. Alors, j'en ai souvent discuté avec des mouvements humanistes ou des athées ou des gens comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Alors, il y en a un qui dit, bon, on pourrait au moins célébrer, si c'est pas Jésus, puis ça ne tente pas de célébrer Santa Claus, mais on pourrait les solstices. Attends, c'est vrai. Ça pourrait être les solstices. Tu dis, ouais, mais ça pogne pas. On dirait que c'est pas sexy. Il y a quelque chose qui manque. Il n'y a pas de cadeau là-dedans. C'est pas très festif. quelque chose. Ouais, je comprends. Et j'ai eu un flash.
Ouais, je suis allé, et tu vas voir, il y en a un là, qui est immense. Je suis allé, il y a plusieurs années, voir un concert rock au Madison Square Garden à New York. Et il y avait... C'était qui? Il y avait une flopée de monde. Okay. C'est un show qui a duré 5-6 heures. Et à un moment donné, arrive sur scène Simon & Garfunkel. Ils sont tous les deux, le pianiste et tout ça. Puis ils chantent Bridge Over Trouble, et qui est une chanson formidable et qui est beaucoup de la bienveillance aussi. Hein. C'est quelqu'un qui se met au-dessus, qui veut s'offrir comme pont pour te permettre de traverser les mauvais moments. Et j'ai senti que dans cet espace-là de rock, combien nous étions pleurés. Je sais pas, mais on était une sacrée gang à avoir les yeux mouillés. Et pourtant, c'est un show rock. Je pense que le toit du Madison voulait lever. Et je me suis dit, that's it. C'est notre messe à nous. C'est notre communion. Ils ont servi un moment catalysateur. Là. Il y a quelque chose qui s'est passé. L'autre exemple que je peux te donner, mais qui est tellement immense, les Québécois devraient la comprendre, c'est Carl. Quand Carl est décédé... Quand Carl Tremblay, le chanteur des Cowboys Fringants, est décédé. C'est énorme ce qui s'est passé là. C'est vrai. Tout le monde est allé sur les plaines lui dire au revoir. Ouais. Moi, je connaissais pas vraiment ce band-là. Je sais pas pourquoi. Et je me dis, à ma blonde, il dit, il y a quelque chose qui se passe en ville. Ouais. Ben oui, c'est vrai, tu étais à Québec en plus, tu as vu ça. Ouais. C'était une vibration électrique là, partout. Puis quand il est décédé, ça a été comme un moment de, on fait un deuil ensemble. Le nous était là. Et je pense que ça, c'est ça qu'on cherche. On cherche comment organiser ces choses-là pour les funérailles, pour les baptêmes. C'est pas vrai que quand on met un enfant au monde, à la place du baptême, on va juste dire on va ouvrir une bouteille de vin. C'est pas vrai. Non, je comprends. On a comme besoin d'un prétexte, d'un objet, d'une personne, d'un moment pour marquer le coup. Puis en terminant, là, avec le livre, avec la série Balado qui est disponible, ce serait quoi le mot de la fin pour les gens qui nous écoutent? On a beaucoup de personnes qui justement, sont en quête de sens, je pense, qui cherchent l'équilibre, le bien-être, mais aussi une utilité. Qu'est-ce que tu as envie de dire à nos auditeurs et nos auditrices? Moi, je dirais, et c'est pas que ça m'obsède, mais je dirais que ça va finir par m'obséder, il faut être attentif aux échos de notre humanité. Nous ne sommes pas tous des Donald Trump. On vaut mieux que ça. On a plein de gens autour de nous qui sont des bonnes personnes. Il faut être attentif à ce qu'on a de bon. T'sais, Lincoln parlait de la part d'ange en nous. Moi, j'y crois. Je pense qu'on a... La part d'ange en nous. En nous. Oui. J'entends plus souvent la part d'ombre en nous. Oui, c'est vrai. Ça existe aussi. Il ne faut pas fermer les yeux. Ça existe aussi. Ouais. Mais il faut être attentif aux échos de notre humanité, les nôtres et les autres. Je pense que ça peut peut-être nous aider à construire un monde un peu meilleur, puis au moins de dire à nos enfants autre chose que nous sommes une bande d'abrutis. Il faut trouver ça. Faut trouver les témoins de ces échos-là. On a comme l'impression d'être perdu dans une galaxie, puis il n'y a plus rien qui se passe chez nous. C'est faux. Il y a plein. Il faut être attentif, c'est ça. Il y a plein de beauté, il y a plein de bonnes nouvelles, mais il faut juste les voir. Lisez un peu d'Hélène Dorion. Oui. Puis vous allez en trouver. Hélène, des fois, elle parle de beauté, de bonté, puis elle dit des choses étranges, mais qui sont tellement riches. C'est ça, les échos de notre humanité. C'est ça qu'il faut chercher. Alain Crevier, merci. Merci de m'avoir invité. C'est ce qui conclut l'épisode d'aujourd'hui. On espère que vous avez apprécié la discussion. Si le contenu vous a plu, on vous invite à partager l'épisode et à laisser un avis sur la plateforme de votre choix. Vous pouvez également nous suivre sur nos réseaux sociaux et sur notre site internet au stromspa.com. En vous abonnant à notre infolette, soyez certain de ne rien manquer. Merci pour votre précieuse écoute et au plaisir de vous retrouver lors du prochain épisode. À bientôt!